pour parler de l'instrumentalisation, un terme que j'ai fréquemment utilisé, qui est au cœur de mon travail. Et l'instrumentalisation a posé beaucoup de problèmes à ceux qui nient ce processus. Donc quand on nous dit il n'y a pas de raison que telle chose ait produit tel effet. Si on se place du côté de l'émetteur, de l'acteur, effectivement, dans bien des cas, on ne voit pas pourquoi tel acteur aurait produit tel et tel effet. Par exemple, en astrologie, parce que c'est dans l'astrologie que j'ai développé au commencement mes recherches sur ce sujet, autant que je m'en souviens en tout cas, notamment dans un ouvrage paru en 1986, il y a donc plus de 30 ans, j'appelais l'histoire de l'astrologie, l'étrange histoire de l'astrologie, qui est une réédition d'un ouvrage de Serge Hutin, dont j'ai fait une première partie qui s'appelait La pensée astrologique. Alors, certains nous disent, il n'y a pas de raison que les astres agissent sur nous. Ou du moins, ce qu'ils pourraient faire serait insignifiant et sans importance. Mais si on se place du côté du récepteur, il en est tout autrement. Si moi je considère que tel objet, par-delà ce qu'il est intrinsèquement, est censé jouer un certain rôle dans mon scénario, dans mon système, dans mon discours, à ce moment-là, je lui confère un supplément de valeur dont il ne dispose pas au départ et dont il n'est évidemment pas conscient. C'est cela qu'on appelle l'instrumentalisation. Je choisis, c'est ce qu'on connaît en linguistique, je choisis un mot pour désigner un objet. Mais ce mot n'a pas vocation intrinsèque à désigner cet objet. C'est moi qui lui confère cette dimension. À partir de ce moment-là, ce mot, effectivement, aura cette signification. Contrairement à ce que certaines personnes laissent croire, il ne s'agit pas de découvrir le sens profond d'un objet, mais de lui attribuer une signification, de lui donner un rôle, et donc de l'instrumentaliser, sans que ça ait un rapport quelconque avec ce que l'objet est en soi, par lui-même. Et je crois que il faut dépasser cette conception primaire du rapport sujet-objet, émetteur-récepteur, car dans bien des cas, c'est le récepteur qui dicte sa loi à l'émetteur, qui donne à l'émetteur une dimension que l'émetteur n'a pas en soi. Par exemple, dans le cas d'un groupe X qui a certaines caractéristiques communes, qui ne le destine pas à un rôle spécial, mais imaginons que quelqu'un se soit mis en tête d'utiliser cet objet
telle personne, pour jouer un certain rôle dans sa pièce, si on peut dire. Ça change tout. Même la question du peuple élu, par exemple. Peut-être que ce peuple en lui-même n'a aucune vertu particulière, si ce n'est d'avoir été instrumentalisé pour se voir doté de quelque chose qu'il n'aura pas spécialement mérité. Une forme de grâce. Dans la psychologie du leader, par exemple, un leader s'occupe d'un groupe donné. Mais est-ce que ce groupe était destiné à avoir ce leader? Pas forcément. C'est ce leader qui a déterminé ce groupe à jouer un certain rôle dans un certain sens. Et si ça n'avait pas été ce groupe, ça aurait été un autre groupe. On appelle l'arbitraire du signe. Le leader avait besoin d'un groupe. Il n'avait pas besoin de ce groupe en particulier. Bien entendu, si on revient à la question des astres, les astres avaient au moins cette vertu, c'est qu'on pouvait les voir. Donc il fallait quand même qu'ils aient une certaine caractéristique. Qu'on pouvait les voir et qu'ils avaient un mouvement régulier, par exemple. Peut-être. Ce sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes pour être instrumentalisées. Mais il fallait au moins qu'il y ait quelque chose qui corresponde à cet objectif. Donc un minimum de conditions à remplir pour que tel objet puisse être instrumentalisé par rapport à telle fonction, à telle signification. Ça va de soi. Voilà quelques réflexions sur l'instrumentalisation qui devraient modifier notre rapport, notre discours sur la question de l'astrologie, tout comme sur celle de la théologie.